Et salut tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. Alors je dis re parce que en fait cette vidéo est une deuxième partie qui suit donc l'autre vidéo que j'avais faite sur Lucas. Ma vidéo précédente elle traitait en fait sur les faits de l'affaire en elle-même. Mais là en fait on va faire un truc un peu différent. C'est-à-dire qu'on va axer cette vidéo sur les recherches qui sont faites par des groupes de personnes encore aujourd'hui. Parce que oui en fait cette affaire elle intéresse encore beaucoup de monde et tous ces gens se réunissent afin de continuer de s'informer sur le cas. Petite précision, alors, on a pour unique but ici de mettre en évidence les dernières trouvailles, ainsi que de glisser quelques petites théories, mais sans aucunement remettre en cause les faits. Et ça c'est très important. L'affaire Magnota est aujourd'hui une affaire classée, et je n'ai pas du tout pour but de nier la thèse officielle. Je trouve ça seulement que les recherches faites sont très intéressantes et qu'elles valent le coup d'être reçues. Voilà, sur ce, bonne vidéo. Alors depuis la fin de l'affaire, et surtout depuis la sortie de Don't Fuck With Cats sur Netflix, les gens découvrent, ou dans mon cas redécouvrent l'affaire. Et cette affaire, puisqu'il s'agit d'une affaire qui s'est majoritairement déroulée sur internet, encore aujourd'hui on peut trouver beaucoup de choses à ce sujet, et c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Je vais vous mettre en évidence quelques petites trouvailles qu'on a faites récemment. Alors maintenant je vais vous donner un background que je juge nécessaire pour matérialiser et surtout donner sens à la suite de la vidéo. Je vais donc vous raconter comment je vais arriver sur ces fameux groupes de recherche consacrés à l'affaire Magnota. Alors en fait à la base, j'ai entendu parler de l'affaire pour la toute première fois en 2018 lorsque j'ai entendu parler d'une vidéo intitulée One Lunatic, One I Speak. Et à cette époque en fait j'ai déjà quelques recherches concernant les vidéos choc parce que j'étais curieuse de voir à quel point l'homme pouvait être complètement con. Et dans ce genre de contexte forcément j'ai fini par tomber sur la vidéo de Lucas. Mais en fait cette vidéo elle avait un truc de spécial parce que contrairement aux autres elle avait toute une histoire et aussi une grande affaire pénale derrière. Et comme je suis à la fois passionné de tout ce qui est vidéo choc d'internet, mais également de tout ce qui est affaires criminelles, je me suis intéressé à l'affaire. J'ai donc visionné quelques reportages, dont celui de Carl Zero qui s'appelle Moi, Lucas Magnota, que je trouve absolument génial et que je recommande. Mais au final, rien de plus. J'avais regardé ces documentaires et au final, j'avais laissé ça un petit peu de côté. Sauf qu'en décembre 2019, Netflix annonce la future sortie de la mini-série documentaire Don't Fuck With Cats, ce qui me relance complètement dans l'affaire. Je m'y intéresse donc de nouveau. Je refais quelques recherches et, environ une semaine avant la sortie du documentaire Netflix, je rejoins un groupe Facebook intitulé Fail Shame to Frame Lucas Magnota, mais sans trop savoir à quoi m'attendre. Et à ma grande surprise, lorsque je rejoins ce groupe, il ne s'agit pas du tout d'un groupe de fans comme j'avais pu en entendre parler. En réalité, ce groupe avait été créé le 29 décembre 2012 et c'était en fait un groupe d'information. On y trouve donc énormément de posts, quasiment tous publiés par l'admin du groupe, ce dernier vendant son groupe comme contenant des informations inédites. On a également le groupe Lucas Rocco Magnota, La Vérité, qui est le même groupe, avec le même admin, mais seulement en français. Mais que valaient donc toutes ces informations inédites vendues par l'admin du groupe? Je commence donc à lire tous les posts de cet admin, et bah effectivement, en parcourant le groupe, il y avait beaucoup de choses telles que des détails peu connus mais vrais, des choses pouvant contredire la thèse officielle, et même de nouveaux noms que je n'avais jamais vus. C'était vraiment un tout autre aspect de l'enquête que je découvrais là. Très surprise par ce que je lisais, je commence donc à faire des recherches de mon côté en parallèle de ce groupe. Et en cherchant, je finis par tomber sur un article français. En lisant, je me rends compte au fur et à mesure de quelque chose. Quelque chose de différent par rapport à tout ce que j'avais pu lire en termes d'articles. Que l'auteur de cet article était forcément sur le même groupe que moi. J'ai retrouvé les mêmes noms et même le pseudo de l'administrateur du groupe. Je vous mets le lien de l'article en description, que je vous conseille donc de lire, mais seulement après avoir vu les 3 vidéos que je posterai au sujet de Lucas, si vous voulez bien comprendre l'article. Et donc, moi, à la fois surprise et ravie, je laisse un commentaire sur le pseudo de Marvin en dessous de l'article. Et quelques jours plus tard, je reçois une réponse m'invitant à échanger sur l'affaire. Contente, j'envoie donc un mail à l'auteur de l'article, mais sans trop savoir comment m'y prendre. Je reçois une fois de plus une réponse, et je me rends compte que cette personne est présente sur les groupes depuis quasiment le début, et que j'ai donc beaucoup de choses à rattraper. On commence donc une conversation sur Facebook, à laquelle une troisième personne se joindra, et c'est là que toutes les trois, on va commencer notre petite enquête. Quelque chose qu'on va beaucoup retrouver sur les groupes, c'est des faits quasi inconnus sur l'affaire, mais qui vont s'avérer être vrais. Par exemple, déjà, au niveau de la tristement célèbre vidéo One Lunatic, One I Speak, notre cher ami nous a notamment fait remarquer une chose. La vidéo de 11 minutes, en effet, n'a pas été uniquement filmée la nuit du 24 au 25 mai,
contrairement à ce que l'on peut croire. Au début de la vidéo, on peut voir un homme, attaché mais bien en vie. Et cet homme n'est pas la victime Yodeline. Cette info, elle a été donnée premièrement par l'admin du groupe, avant d'être confirmée au procès 2 ans après. L'homme est en fait un homme colombien que l'on a pu apercevoir avec Lucas en photo, et ce à plusieurs reprises. Mais on a pu également voir cet homme 5 jours avant le meurtre, le 19 mai 2012, quittant l'appartement de Lucas en compagnie de ce dernier qui avait l'air de l'aider à se déplacer. Ainsi, le début de la vidéo One Night When I Speak aurait été tourné à ce moment-là, 5 jours avant le meurtre. Ensuite, pour citer un deuxième fait un peu étrange, on a des os de nature inconnue qui ont été retrouvés dans la salle de bain par la femme de ménage de l'appartement 208. Et ce qui est étrange avec cette info, c'est que cette découverte, elle a été faite le 30 mai, et donc le lendemain de l'inspection de la police canadienne qui était présente le 29. On peut venir à la conclusion de façon différente, soit que la police le 29 l'ait raté, ce qui est bizarre parce qu'ils ont quand même bien inspecté les lieux, ou alors, comme peut le dire notre admin du groupe, que c'est quelqu'un d'autre qui a placé cet os à cet endroit. Quelque chose d'autre qu'on retrouve aussi beaucoup sur les groupes, c'est des posts qui mettent en évidence les mensonges ou du moins les déformations qu'ont faites les médias au sujet de l'affaire. Plus important ensuite, concernant la vidéo Python Chaton, cette vidéo elle a fait réagir beaucoup de gens concernant une troisième main qu'on pouvait voir. Et après une enquête, Body, qui traquait Lucas depuis le début, a d'abord révélé que cette main appartenait en fait à une certaine Rebecca, qui serait la propriétaire du serpent, mais aussi la voisine de Lucas. Cependant, plus récemment, John Green a avoué que l'appartement de cette personne n'avait en fait jamais pu être retrouvé, ce qui est un peu bizarre puisque c'est censé être l'appartement celui juste à côté de Lucas. Bon, donc je ne sais pas. Enfin, pour citer un dernier point, on va reparler de quelque chose que j'avais déjà évoqué dans la première vidéo et qui se trouve être l'erreur que je vois le plus souvent. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Eh bien, cette vidéo a en fait été sortie de son contexte. En effet, elle a été présentée comme une vidéo que Lucas aurait faite pendant sa cavale afin de provoquer les policiers. Or, c'est entièrement faux, puisque cette vidéo a été tournée des années avant 2012, peut-être en 2007 vu sa couleur de cheveux, et de plus, il existe 2 autres vidéos similaires à celle-ci, sans doute tournées à peu près au même temps. Come on. I don't want to be taped. I'm just watching my show. You stop. I'm in the mood. I got a great view of my condo other than this bitch keeps complaining about me. No, she's talking about my cat. That keeps crawling down by her window. Il y a toujours eu beaucoup de théories autour des affaires de ce type, et l'affaire Manhattan ne fait pas exception. Certains pensent par exemple que Lucas est lié au tueur Bruce McArthur, comme le montre ce post. Et donc dans ce post, cette personne explique qu'il y a un homme, que l'on tablera tout au long des vidéos D, est lié à Lucas. Et donc que le frère de ce D apparaît dans une vidéo où il explique qu'il connaissait bien Bruce McArthur, et à partir de ça, cette personne explique qu'il y a potentiellement un lien entre Lucas et Bruce McArthur. On peut aussi parler également que certains pensent que Lucas est lié au tueur en série de Long Island. Mais ce n'est pas tout, parce que ça, ce ne sont que des petites théories, mais avec toutes les informations que je vous ai montrées précédemment, on a surtout 2 grosses théories qui apparaissent. La théorie qui domine les groupes Facebook est celle que Lucas aurait été frame. Alors, cette théorie explique qu'en fait, Lucas il aurait été victime de plusieurs personnes ayant fait en sorte de l'impliquer dans tous ces crimes, et donc voici quelques arguments en faveur de cette théorie. Par exemple, Scotland Yard, le quartier général de police de service de Londres, a enquêté sur le fameux email que Lucas aurait envoyé à The Sun, où il annonce que ses prochaines vidéos contiendraient des meurtres humains et pas seulement des chatons.
Et en enquêtant, Scotland Yard est arrivé à la conclusion que cet email venait en fait des Pays-Bas, alors que Lucas ne s'y trouvait absolument pas, puisqu'il devait se trouver à Londres. Et à partir de ça, certains ne comprennent pas pourquoi Lucas, qui, en mentionnant sa rencontre avec Alex West dans le mail, aurait pris la peine de faire en sorte de ne pas être traçable, si il admettait clairement que c'était lui puisqu'il avait rencontré Alex West. Et du coup, les gens pensent que c'est peut-être l'œuvre d'une tierce personne. Autre chose étrange, lorsque la vidéo Forensic on iSpeak est sortie, tandis que Lucas était en plein vol, la vidéo a été repostée à d'autres endroits. Et le nom Luca Rocco Magnotta est mentionné dans certains titres le 26 mai, alors qu'il n'a été identifié par la police que le 29. Et que par conséquent, il est normalement impossible de pouvoir lier Lucas à un meurtre avant la date du 29. Et de plus, il est impossible que Lucas lui-même ait posté ceci, puisque le compte à l'origine de ce post était toujours actif en 2014. Et enfin, on peut parler des colis contenant les membres de Yunlin. Alors déjà sur la caméra de surveillance du Jean Coutu, on peut apercevoir Lucas, mais cependant quand on compare la taille des boîtes et ce que porte Lucas dans les mains, quelques personnes arrivent à la conclusion que les boîtes sont trop grosses pour que ce soit ce que Lucas tenait. Et de plus, les 2 premiers colis, ceux envoyés aux 2 partis politiques canadiens, sont arrivés plutôt rapidement, peu de temps après le 5 mai, comme cela est normal au Canada. À l'intérieur, il y avait également ces 2 notes écrites en noir. Mais cependant, les 2 autres colis, destinés aux écoles, sont arrivés bien plus tard, donc 11 jours plus tard environ, et en plus, les notes étaient écrites en bleu. Ainsi, on peut suggérer que quelqu'un d'autre l'a fait, ce qui expliquerait la différence de couleur et du temps d'envoi. Bon, alors, par contre, il faut quand même avouer que l'éloignement géographique des 2 endroits peut expliquer cette différence de temps d'envoi, et que ce changement de couleur ne prouve pas grand-chose au final. Mais malgré tout, je trouve ces faits très intéressants, et gardez d'ailleurs bien en tête que cette histoire de colis s'inclut aussi bien dans cette théorie que la suivante. La deuxième théorie qui ressort de ces recherches, plus crédible et moins complotiste que la première, est celle que Lucas aurait été tué l'aide d'un complice. Voici donc quelques arguments allant dans ce sens, en plus de ceux des colis. Déjà, Joe Farmington, un journaliste qui était très actif dans l'affaire, a fait part qu'il se demandait si Lucas n'avait en fait pas un complice après avoir entendu une deuxième voix qui n'était pas celle de Lucas au téléphone. Ensuite, dans la vidéo d'iSpeak, on peut entendre à au moins 2 reprises le choc cuiné comme si on lui avait fait mal alors que le tueur est à l'écran, et on peut également entendre des bruits de pas. Ensuite, beaucoup examinent le fait que Lucas n'avait pas forcément le temps de tout faire entre le laps de temps où il arrête de jeter les éléments des crimes aux poubelles et le moment où il part pour prendre son vol, puisqu'en l'espace de ce temps, il aurait dû faire le montage de la vidéo iSpeak qu'il envoyait à Mark Marek, le webmaster de Besgore, poster les colis et surtout déposer la tête au parc Angrigon. Est-ce qu'il aurait pu être aidé pour faire ça? Je ne sais pas. Et enfin, quelque chose qui peut également intervenir en la faveur d'une deuxième personne présente dans la pièce pendant le meurtre, est le fait que le balcon était ouvert lors de l'arrivée de la police. Alors que le cas était vu sur les caméras de surveillance, il est possible que d'autres personnes, voire une, soient échappées par derrière en empruntant le balcon. Voilà donc pour ces 2 théories, et attention, il ne s'agit absolument pas d'une liste exhaustive. Tous les autres posts à ce sujet sont donc trouvables sur les groupes Facebook si vous voulez jeter un œil. Moi j'en ai simplement sélectionné quelques-uns, et surtout les plus simples à illustrer. Alors juste avant de passer à la suite, j'aimerais donner un bonus. En fait, il y a cette photo d'un ventre poilu que j'ai trouvé au milieu de plein de screens de la vidéo iSpeak. Je n'ai aucune idée si c'est bel et bien lié à la vidéo. J'en ai déjà parlé à l'admin du groupe qui a beaucoup d'infos et qui m'a dit qu'il avait à l'époque fait une vidéo intitulée Big Billy Man sur ce ventre poilu et qu'il l'avait vu aussi récemment. Bah voilà, sa réponse, je ne sais pas trop comment la prendre, mais je ne sais pas, j'ai toujours aucune info à ce sujet. J'aimerais aussi ajouter 2 petites trouvailles qu'on a faites dans le groupe, que je trouve plutôt intéressantes. Alors premièrement, le profil Xtip de Lucas, qui, d'après le site, a été utilisé pour la dernière fois il y a 2 ans. A priori, c'est pas vraiment un compte fake, puisqu'en fait c'est le compte où il a écrit beaucoup de choses sur ses relations avec sa belle-mère, et c'est ce qu'a utilisé Carl Zero pour écrire son livre. Et en plus, ce compte a rejoint à peu près largement avant 2012, et du coup ça m'étonnerait que ce soit un compte fake. Mais du coup, le fait que ce soit utilisé il y a 2 ans, c'est un petit peu bizarre. Parce que si c'est Lucas et qu'il avait accès à internet en prison, je ne pense pas que c'est là-dessus qu'il irait en premier. Voilà, je ne sais pas. Ensuite, deuxième chose, comme la police, on a aussi cherché à retrouver l'homme colombien qui apparaît dans la vidéo iSpeak. On a cherché un peu, on a trouvé quelques images de lui.
Mais on a aussi trouvé un profil Xtube qui lui ressemble franchement, mais on n'est pas vraiment sûr que c'est lui, voire pas du tout. Mais je trouve ça intéressant de mettre la trouvaille ici. Alors maintenant on va passer à l'une des parties, si ce n'est la partie la plus importante de la vidéo. On va parler d'un certain J. Alors qui c'est J? J en fait est un jeune homme canadien d'environ 28 ans, papa d'une petite fille, qui en décembre 2013, il va être condamné à 40 mois de prison ferme et sera donc incarcéré à la prison d'Archambault où il fera la connaissance de Lucas. Tous les deux ils vont commencer à se rapprocher et vont même apparaître plutôt proches sur quelques photos. Et lorsque J va sortir de prison, les deux vont s'échanger plusieurs lettres. Alors en sortant de prison, J a donc rejoint le fameux groupe Facebook, le même que nous, Felchen to Frame Lucas Magnotta. Donc ça c'est à peu près en 2015. Et ainsi, lorsque je suis arrivé sur le groupe, j'ai fini par croiser le chemin de J. En fait, J, au début, il semblait être quelqu'un de plutôt ouvert. Il avait posté plusieurs fois des photos de Lucas, il parlait souvent en dessous des posts et appelait Lucas son frère. Et il donnait même l'adresse pour parler à Lucas à d'autres personnes. Et de plus, mon ami qui avait écrit l'article le connaissait déjà depuis pas mal de temps. Et donc ça m'a encouragé, et j'ai saisi l'occasion, et j'ai donc commencé à parler avec J. À nous deux, nous avons écouté ce qu'il pouvait nous dire. Alors au début, J me parlait de tout et de rien, de voyages, de séries, de jeux vidéo, de les mines du groupe qu'il semblait détester. Et puis il a commencé à me montrer quelque chose d'intéressant, par exemple les lettres qu'il s'échangeait avec Lucas, comme il l'avait fait avec mon ami. Je lui ai ensuite appelé plusieurs fois au téléphone, et il m'a beaucoup parlé de son quotidien en prison avec Lucas, notamment qu'ils aimaient bien jouer tous les deux à 007. Et le plus intéressant est lorsque donc J nous parle de son point de vue sur l'affaire, lui qui a fréquenté Lucas, et surtout lorsque l'on confronte aux théories sur celle-ci. Alors pour résumer ce que J pense de l'affaire, au début il va confirmer que d'autres personnes étaient présentes dans la pièce la nuit du meurtre, et que ces personnes se seraient donc enfuies par le balcon. C'est ce qu'il dit. Et que Lucas, en cas d'intention, aurait endossé tout seul toutes les conséquences du meurtre. Il dit ensuite que parmi les personnes présentes dans la pièce, il y a un certain Marcus, un ami allemand qu'il aurait en commun avec Lucas. Marcus d'ailleurs c'est un nom que j'ai vu dans les lettres que J m'a envoyées. Et l'autre personne qu'il cite est un certain John, qui était apparemment l'agent et un ami proche de Lucas. John d'ailleurs il était lui aussi présent sur les groupes Facebook, et il était très actif, et il a même un blog où il parle longuement de Lucas, qu'il définit comme son meilleur ami. Mais cependant, John est complètement fermé au dialogue. Mais ensuite, J il modifie sa version pour dire qu'en fait, Lucas serait contraint de garder le silence et qu'il serait menacé par les autres personnes présentes dans la pièce et qu'il se sent plus en sécurité en prison. Et au final, malheureusement, J, comme John, va disparaître complètement des groupes, coupant les ponts avec nous pour un nouveau départ. J'aimerais quand même ajouter qu'au final, malgré son statut d'avoir passé plusieurs mois avec Lucas et donc d'avoir pu pas mal le fréquenter, J n'est qu'une source à moitié fiable. On en arrive donc à la troisième partie de cette vidéo, et qui dit nouvelle théorie, dit aussi nouveau nom. On va commencer par parler d'un certain Ron. Alors Ron, qui c'est? Ron en fait c'est l'ex-petit ami de Lucas, et en fait Ron il a publié beaucoup de messages assez étranges en rapport de près ou de loin avec Lucas, et ce avant ou même après 2012. Mais rien de plus, c'est juste que ces messages étaient vraiment bizarres. Ensuite on va parler d'une certaine B, qui elle est une travailleuse du sexe, donc transgenre. Il a été dans la même école qu'un certain Nader, un ami de Lucas. Elle dit être l'ex-petite amie de Lucas, et effectivement Lucas et elle seraient allés voir Basic Instinct 2 au cinéma, et il existe même une photo de cette soirée. B, elle semble totalement être obsédée par Lucas, et ce, encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, elle semble voir sa relation avec Lucas comme un trophée. Et enfin, la troisième personne, la plus importante, et surtout dans la prochaine vidéo que je ferai, c'est quelqu'un qu'on va appeler D. Alors D, c'est un acteur qui a joué par exemple dans le film d'horreur Terror Train, dans lequel il tuera plusieurs personnes très brutalement. Et il a également joué dans un remake de Casablanca. Alors D, c'était le voisin de Lucas au boulevard des Caries, et il dit que lui et Lucas ont rarement échangé, mais ont un petit peu parlé quand même du métier d'acteur, et que Lucas semblait être à la recherche de conseils.
D a livré son témoignage de la nuit du meurtre. Il dit en fait avoir croisé Lucas, avoir échangé quelques mots avec lui, et que Lucas l'aurait invité chez lui le soir du meurtre. Mais D aurait refusé car il avait d'autres choses de prévues. Il dira ensuite n'avoir rien entendu de toute la nuit et avoir aperçu Lucas avec une perruque rouge, même si ça on l'a jamais vu aux caméras. Et par contre, depuis 2012, on n'a plus aucune nouvelle de D, on ne sait même pas où il se trouve, ou si même il est en vie. Et donc voilà, on est déjà à la fin de cette seconde partie qui était bien plus courte que la première et qui sera également plus courte que la troisième. Alors j'en suis désolée, elle est pas vraiment fournie comme partie, mais c'est parce qu'en fait cette partie elle sert surtout de pont entre la première et la troisième, et que cette partie en fait elle peut difficilement subsister sans la troisième. Bon bah voilà, donc je suis désolée de cette vidéo, mais par contre ce qu'il faut en retenir, c'est que cette affaire elle intéresse encore beaucoup de monde et qu'il y a encore beaucoup de recherches. Alors comme je l'ai dit, cette vidéo est un pont à la troisième vidéo, et dans la troisième vidéo, on va s'intéresser à une personne en particulier, et cette personne, c'est l'admin de tous les groupes Facebook dont les recherches ont été faites, et donc la personne à l'origine de quasiment tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Bon voilà, donc si vous êtes un petit peu curieux, je vous invite à aller voir cette troisième vidéo que je posterai bientôt, et qui est bien plus intéressante que celle-ci, et c'est sans doute la vidéo où moi et les autres personnes avec moi ont fait le plus de recherches. Bon bah sur ce, merci d'avoir regardé, et à bientôt.